Bienvenue à cette table ronde Les chantiers du futur, alors que je vous propose ce matin de mener un peu à la manière de certains anthropologues ou de futurologues, c'est-à-dire en posant notre regard sur le monde actuel pour apercevoir le futur qui est déjà présent autour de nous. Alors ce matin, nous avons la chance d'accueillir 3 personnalités que je vais présenter dans une minute, qui vont nous aider à explorer quelques-unes des grandes mutations qui façonnent et engagent notre avenir. On aurait pu en aborder beaucoup, il faut faire un choix, le temps étant assez contraint. On va aborder un sujet de démocratie avec la question de la fabrique de l'opinion, pour reprendre une expression des travaux de la Villa Numéris. On abordera aussi un sujet de bien-être durable, ou comment les grandes avancées technologiques sont à la fois un progrès, mais aussi un enjeu d'équilibre personnel et sociétal. On abordera bien sûr la question de l'intelligence artificielle et notamment son impact sur la recherche scientifique. Et puis, si le temps nous le permet, on essaiera de conclure sur un sujet qui a déjà été abordé hier par Catherine Bréchignac et Anne Coffinier, qui est celui des fractures et de l'inclusivité technologique. Alors avec nous ce matin, Laure Blanc-Ferraud, vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire d'informatique signaux et systèmes de Sophia Antipolis, et vos travaux se situent à l'interface entre le traitement des images et les mathématiques appliquées, notamment en matière d'images satellitaires et biologiques, si j'ai bien compris ce que vous faisiez. David Lacomblède, vous êtes journaliste, entrepreneur et président, entre autres, du think tank indépendant La Villa Numéris, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui promeut un modèle ouvert du numérique et la primauté de l'humain sur les technologies. Et c'est donc avec le regard et l'expertise des transformations numériques que vous êtes avec nous ce matin. Et enfin, Jean-Yves Le Gall, vous êtes l'ancien président du CNES, le Centre national d'études spatiales, mais aussi l'ex-président directeur général d'Ariane Espace. Vous avez consacré toute votre carrière aux programmes spatiaux en France, en Europe, plus largement dans le monde. Et vous avez présidé également le conseil d'orientation stratégique de la prestigieuse université Paris-Saclay. Merci à tous 3 d'être présents avec nous ce matin. Alors, on va commencer par un sujet qui touche le cœur même de nos démocraties, qui est la fabrique de l'opinion. Et à l'heure où les technologies redessinent notre accès à l'information, comment est-ce qu'on va s'informer demain ? Et David, je vais commencer par vous avec 2 questions. En tant qu'observateur du numérique, comment vous voyez évoluer le paysage médiatique face notamment aux défis des fake news et plus récemment des manipulations sémantiques, on le voit avec l'équipe de Trump ces derniers temps. Et à côté de cette question se pose aussi celle de la polarisation croissante des opinions et comment on fait pour préserver des espaces de débat informés qui sont fondés sur des faits vérifiables. Merci pour votre invitation, heureux d'être avec vous ce matin. La transformation numérique, le virage de la technologie a commencé il y a plus de 30 ans pour les médias et par nature, parce que c'est dans la logique même d'un média, c'est d'être à l'avant-pointe de ces transformations. Et finalement, ils ont pris pour le reste des entreprises, si on songe au premier site web, puis les applications, puis le passage à la vidéo, désormais des réseaux sociaux et demain l'intelligence artificielle. Et effectivement, pour des technologies dont toute cette présence aux intersections de vos auditeurs, de vos lecteurs, de vos spectateurs, une journée qui commence à vous coûter un peu cher dans la mobilisation des moyens qu'il vous faut. Les médias ne sont pas les plus fortunés et c'est en cela que se pose une question fondamentale de savoir comment des démocraties contribuent à faire vivre un débat qui, pour le moins, est encombré désormais par des réseaux sociaux, par une facilité de communication où chacun d'entre nous est devenu un média à part entière, rédacteur en chef de nos propres vies, où une parole dite ici peut être reprise dans la seconde à l'autre bout du monde, et pour des dirigeants politiques ou économiques, une pression permanente, parce qu'ils sont sommés de prendre des décisions
rapidement de les expliquer. Et quand vous vous hâtez de prendre une décision ou de l'exprimer, vous vous exposez à commettre des gaffes et celles-ci vont rester tout bonnement insupportables d'un point de vue humain. Et d'ailleurs, on le voit bien, nos dirigeants, quand ils sont élus président de la République, on a l'impression qu'ils prennent 30 ans en 5 ans, parce que vous êtes en permanence sous les sunlights des médias. Avec une difficulté où chacun peut prendre la parole et affirmer sa vérité, en quelque sorte. Et on voit bien la difficulté aujourd'hui à avoir une véracité des faits qui se confond avec un récit fictionnel. Et in fine, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Pas un d'entre nous ne se fera avoir par une fake news. On voit bien les choses arriver, les choses un peu grossières, déformées. On les voit d'autant mieux qu'on a envie de se libérer d'une certaine forme de charge. Et parce que j'ai été sidéré par une information, je vais immédiatement la partager. Sauf que j'oublie qu'au passage, en partageant une information fausse, je lui donne la vérité qui est celle d'une vigie pour laquelle j'apparais dans ma famille, auprès de mes amis. Et on oublie au fil de l'eau le fait que cette information était complètement fausse et tronquée. Et c'est là où on doit faire œuvre d'éducation, et pas uniquement auprès des plus jeunes, aussi auprès des personnes les plus âgées. On l'a vu avec la crise sanitaire il y a 5 ans, où on avait une planète sous étuve et qui avait un peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour partager des contre-vérités de la pseudo-science. Et ça se faisait aussi dans des boucles d'emails pour les plus âgés ou sur WhatsApp pour les familles et les plus jeunes. Mais il faut bien voir que s'il y a eu cet emballement, c'est que les esprits étaient prêts. Nous, on avait fait à la Villa Numéris une étude sur les 5 années précédentes, 2015-2020, montrant que plus de la moitié des communications en matière de santé étaient postées par moins de 10 sites à travers le monde et qui racontaient n'importe quoi. Et donc, in fine, vous avez la moitié de l'audience disponible pour des médias, pour des entreprises qui tentent de développer un récit en vérité. Alors Jean-Yves, avec votre expérience à la tête d'une grande institution comme le CNES, est-ce que vous avez observé, et si oui, comment, une évolution du rapport à l'information scientifique et technique dans le débat public ? Oui, bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité. La réponse à votre question, c'est oui, bien sûr, mais avec un certain nombre de nuances, parce que l'explosion des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, le grand public a accès à une information permanente. Et dans le cas particulier du CNES, il y a 40 ans, lorsque on voulait voir un lancement de fusée, eh bien, on regardait la télévision, on voyait Michel Chevalet qui vous expliquait un lancement de fusée, et c'était toute l'information qu'on avait. Aujourd'hui, en permanence, vous pouvez suivre tous les lancements que vous voulez. Mais comme le disait David, l'information à laquelle vous avez accès n'est pas toujours 100% vérifiée. Et récemment, ces dernières années, bon, on peut nommer Elon Musk parce qu'il a quand même révolutionné le secteur spatial. Très souvent, dans les vidéos diffusées par SpaceX, vous avez une partie de réalité et puis une partie d'image de synthèse, ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux. J'ai un souvenir très précis. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai aussi présidé la Fédération internationale de l'astronautique. Nous avions en 2016 à Guadalajara notre congrès annuel, au cours duquel Elon Musk est venu présenter ses travaux. Et il a présenté une vidéo où il y avait un mélange entre des images de lancement de fusées et puis des images de synthèse sur ce qu'il avait en tête de faire sur la Lune et sur Mars. Et lorsqu'on est sorti de la conférence, où il y avait à peu près 10 000 personnes qui regardaient, eh bien, un certain nombre de gens pensaient que déjà on était sur Mars. Alors que c'est absolument faux, on n'est pas sur Mars. Mais lorsqu'on en parle dans la vie au quotidien, j'ai réalisé ces dernières années que vous parlez en France avec un certain nombre de personnes. En France, on a eu 10 astronautes. Le dernier en date, le premier était Jean-Luc Chrétien, le dernier Thomas Pesquet. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des centaines de Français qui sont allés dans l'espace.
C'est absolument faux. Mais parce qu'il y a ce mélange en permanence, et c'est de plus en plus difficile de faire la part des choses. Il y a ceux qui savent, bien sûr, dont je fais partie, mais quand on regarde des images, quand on voit des gens à l'entraînement, on pense que beaucoup de gens vont dans l'espace, ce qui est faux. Donc je crois que c'est le principal enjeu dans les années à venir. Comment faire pour que cette information qui est diffusée partout, parce que les réseaux sociaux sont dans notre vie, les gens ici nous écoutent, mais regardent en même temps du coin de l'œil leur smartphone, eh bien, comment faire pour que tout le monde s'assure que l'information qu'il regarde est une information qui est vraie et non pas une information où la frontière entre le vrai et le projet eh bien, est de plus en plus floue. Ce que vous dites, c'est une sorte d'effacement entre le vrai et le faux et un glissement c'est un continuum, qui est difficile à percevoir. C'est un continuum. Alors, ce n'est pas forcément avec malice, parce que les vidéos qui sont fabriquées avec des images de synthèse et des images qui sont la réalité, eh bien, c'est pour donner plus, je veux dire, de caractère à la vidéo. Mais la perception qu'on a de ces vidéos, en fait, il faut faire très attention parce que, je le répète, beaucoup de gens peuvent penser, sur le sujet spatial en particulier, des choses qui sont totalement fausses. Et quand vous collez là-dessus des films, vous allez au cinéma, vous allez voir un film de James Bond, vous sortez de là en étant convaincu que les satellites en orbite peuvent lire les plaques d'immatriculation des voitures. Dans les films de James Bond, ça y est, et depuis 10 ans. Bon, c'est faux. Satellite en orbite, je n'entrerai pas dans les détails, mais lire les plaques d'immatriculation des voitures, il faut une résolution de quelques centimètres, ça un satellite ne sait pas faire. Mais pourtant, des tas de gens sont convaincus que c'est la réalité parce que c'est la clé de l'intrigue que vous voyez dans le film. S'il n'y a pas la lecture de cette plaque d'immatriculation, le film ne tient plus. Donc tout le monde sort de là en étant convaincu que c'est la réalité. Laure, du point de vue de la recherche, est-ce qu'on observe la même tendance, c'est-à-dire une forme d'effacement entre le vrai et le faux, ou comment est-ce qu'on fait pour discerner le vrai du faux en matière de recherche scientifique, et c'est quoi les défis d'aujourd'hui et de demain en la matière ? Bonjour à toutes et tous, merci pour la question. Alors je vais faire ma mauvaise élève, je ne vais pas répondre exactement à la question, parce qu'effectivement la question de savoir reconnaître est-ce qu'une information est vraie ou fausse, c'est un vrai domaine de recherche très spécifique et sur lequel je ne travaille pas directement. Par contre, je voudrais attirer l'attention sur le fait que la différence entre les images scientifiques et effectivement les images grand public qui peuvent être générées par nos intelligences artificielles, des images de paysages dont on veut qu'elles soient jolies, agréables, qu'elles nous évoquent quelque chose. L'imagerie scientifique, au contraire, on veut qu'elle soit la plus précise possible et qu'elle puisse représenter exactement la réalité du vivant, la réalité de notre espace. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que beaucoup d'imageries aujourd'hui ne sont pas acquises directement, mais sont le processus de l'interaction entre des capteurs et des calculs. Un exemple très simple sur lequel on comprend tout de suite, c'est tout ce qui est imagerie médicale dans laquelle on veut voir l'intérieur du corps humain, évidemment sans le couper en tranches. Donc, mais c'est vrai aussi pour l'exploration des sous-sols ou toute autre exploration où on n'a pas accès directement à l'information. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des ondes et on recueille autour de l'objet d'intérêt des signaux à partir desquels, par les calculs, on doit reconstruire l'image. Par exemple, l'imagerie scanner. L'imagerie scanner, c'est simplement des radiographies. Donc on a tous des radiographies. On envoie des rayons X. Ils sont atténués plus ou moins en fonction des différents organes, principalement les os. Et si on n'a qu'une seule projection, eh bien, par exemple, quand on a deux os, si on a la projection directe, on va voir qu'un seul os. Si maintenant j'acquiers la même image, mais de manière perpendiculaire, ici, avec mon capteur ici, je vais voir les deux os. Donc le principe du scanner, c'est effectivement de tourner tout autour de l'objet d'intérêt, et à partir de toutes ces projections, on est capable de reconstruire l'image de l'intérieur. Et pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, les équations mathématiques de la physique vont nous donner ce que nous appelons le problème direct, c'est-à-dire exactement le modèle de si je connais mon objet, si je connais le corps humain, si je connais l'onde qui va traverser, je sais calculer l'observation. Mais tout l'enjeu, c'est à partir des observations, remonter à ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain.
Et ça pose de très grandes difficultés parce qu'on n'acquiert jamais exactement le signal. Il y a toujours des petites erreurs de capteurs, de ce qu'on appelle du bruit. Et tout l'enjeu est de reconstruire une image qui soit la plus proche possible de la réalité. Et aujourd'hui, le nouvel outil intelligence artificielle vient nous apporter de nouvelles solutions à ce problème exploré depuis de très longues années. Donc ce que vous dites, c'est que l'enjeu, en tout cas pour votre domaine en matière de recherche scientifique, c'est pas tant la question du vrai et du faux que de la question de la précision et de la représentation la plus fidèle possible d'une réalité donnée. C'est ça, et de savoir dans une reconstruction, est-ce que le petit objet qui est là, est-ce que c'est un artefact de reconstruction ou est-ce que c'est un vrai objet, en particulier en santé, est-ce que c'est un nodule vrai ou est-ce que c'est un artefact de reconstruction? C'est là tout l'enjeu. D'accord. On va rester dans votre domaine, Laure, mais en passant à un sujet qu'on peut regarder de façon plus individuelle, mais tout aussi cruciale. On vit dans un monde d'hyperconnexion. Comment les technologies nous aident-elles à prendre soin de différents sujets, notre santé, notre mobilité, notre bien-être? Quand on a échangé, Laure, vous avez évoqué des sujets assez incroyables, qui sont des sujets d'étude pour vous. Je pense notamment au système de neurones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous étudiez aujourd'hui qui auront un impact potentiel sur notre façon de faire de la médecine demain ou de soigner, d'accompagner le bien-être, par exemple? D'accord. Alors, effectivement, l'évolution des technologies vient forcément aider tout ce qui est santé et médecine. On pourrait citer de très nombreux exemples. Je vais juste citer par exemple en imagerie pour la biologie. Il y a eu une révolution qui a donné lieu à un prix Nobel en 2007 qui est la GFP, la Green Fluorescent Protein, qui est une protéine fluorescente qu'on trouve dans des méduses à l'état vivant et pour laquelle on a montré qu'on pouvait venir la stocker, la combiner avec une structure spécifique de la cellule. Et ça a permis de révolutionner l'imagerie pour la biologie, où lorsque vous étiez sur les bancs d'école, on regarde à travers un microscope et la seule chose qu'on voit, c'est des contrastes différents entre les différentes structures. Aujourd'hui, on est capable de taguer par des couleurs différentes toutes les structures différentes de la cellule, le noyau, la membrane, le cytosquelette. Alors, au-delà de ça, un deuxième prix Nobel en 2014, c'est que c'est de l'imagerie optique. Ça donne lieu à de très belles images, à toutes les structures des couleurs différentes et bien séparées. La difficulté, c'est que cette imagerie optique, un des gros avantages, c'est qu'on peut voir des cellules vivantes, donc on peut voir leur évolution, comment elles interagissent les unes avec les autres. Mais la difficulté, c'est que l'imagerie optique, c'est-à-dire qu'on est limité en résolution par la physique, l'aspect ondulatoire de la lumière qui fait de la diffraction, ce qui fait que deux molécules proches à inférieures de 200 nanomètres, eh bien, on ne verra qu'une seule tache et on n'est pas capable de les discerner. Et tout l'enjeu, c'est, encore une fois, de développer des nouveaux systèmes qui allient à la fois une technologie, c'est-à-dire comment illuminer l'échantillon différemment, comment avoir de nouvelles stratégies pour tourner autour, intimement alliées aux algorithmes de reconstruction, c'est-à-dire aux calculs qu'il faut faire pour reconstruire ces images. Dans ces nouvelles technologies, il y a aujourd'hui, donc on a accès à ces images très belles avec les différentes structures taguées, mais à des résolutions de plus en plus fines. On a tous entendu parler du séquençage du génome. Aujourd'hui, on est capable de reconstruire des images avec l'information de séquençage des ARN qui sont dans les molécules, dans les cellules, qui sont porteuses d'informations et de fonctionnement, localisées dans les cellules. Donc, tout ça génère des nouveaux volumes de données qui sont extrêmement informatifs
pour les biologistes, pour les pathologistes, et donc qui amène à des nouvelles compréhensions des mécanismes du vivant et très certainement à de nouveaux traitements pour différentes pathologies. Oui, donc des avancées sans doute dans le domaine médical. Jean-Yves, du côté des technologies spatiales, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans ce qui est expérimenté, moi j'ai toujours en tête, évidemment, dans la communication de Thomas Pesquet, qui montre un peu les expériences parfois qui sont menées en station orbitale, est-ce qu'on peut ramener des expérimentations qui vont servir des sujets d'écologie personnelle ou individuelle, c'est-à-dire enrichir la connaissance médicale, le développement de nouvelles solutions au service de chacun et chacune d'entre nous? Oui, parce qu'au cours des décennies depuis qu'existe le vol habité, le premier vol habité c'était Yuri Gagarin en 1961, on a eu une inversion de la médecine et du spatial. Au début, les premiers astronautes, bien sûr, on avait besoin de leur mettre en place un suivi médical, et tout ce à quoi on était intéressé, c'était de voir comment des mesures prises dans le domaine médical allaient leur permettre de mieux supporter le vol habité. Et à peu près lorsqu'on sont apparues les premières stations spatiales, donc au début des années 70, avec notamment Skylab, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la médecine dans l'espace et apprendre en particulier dans le spatial, pendant que les astronautes séjournent dans une station spatiale, faire sur eux des expériences médicales et à partir de là, enrichir nos connaissances. Alors l'exemple qu'on cite très souvent, c'est l'ostéoporose, parce que l'ostéoporose, lorsque vous envoyez un astronaute dans l'espace, il développe une ostéoporose qui, d'une part, est plus rapide que lorsqu'on la développe sur Terre avec le vieillissement naturel, et qui, d'autre part, est réversible quand il revient. On a beaucoup parlé des 2 astronautes qui sont partis pour 8 jours dans l'espace et qui sont rentrés avant-hier. Bon, je peux vous dire qu'en particulier, le plus âgé des 2, qui a 63 ans, a développé fortement une ostéoporose pendant qu'il a passé ses 9 mois dans l'espace. Maintenant, en quelques mois, il va revenir à la situation à laquelle il était avant de partir. Mais tout ce processus, évidemment, qui est monitoré en permanence, nous permet de beaucoup mieux comprendre comment se passe le développement de cette maladie et à partir de là, d'envisager de développer des protocoles pour limiter ses effets sur Terre. Donc aujourd'hui, très clairement, les expériences qui sont faites en orbite permettent de développer une meilleure connaissance des questions, des maladies et la façon de les soigner. Alors, on en a besoin, bien sûr, pour améliorer les connaissances médicales pour les gens qui sont sur la Terre. Et puis, devant nous, lorsqu'on parle des missions de très longue durée, eh bien, on aura besoin d'avoir une connaissance fine du corps humain. Alors, l'honnêteté force à dire, on parle beaucoup en ce moment de la mission vers Mars. Pour l'instant, le principal problème pour la mission vers Mars, c'est faire vivre un corps humain 2 ans et demi ou 3 ans dans l'espace. Le maximum qu'on sache faire, les astronautes aujourd'hui restent en moyenne 6 mois dans la station. Bon, quelques-uns sont restés jusqu'à 1 an. Ils sont revenus quand même avec un certain nombre de difficultés. 3 ans en apesanteur, on ne sait pas faire. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle d'une mission vers Mars, une mission habitée vers Mars à un horizon de quelques années, je suis personnellement très dubitatif parce qu'on pourra certainement envoyer un vaisseau spatial. Je ne suis pas certain qu'on puisse envoyer des astronautes qui restent en bonne santé. En tout cas, pas dans l'état actuel de la médecine et de ce qu'on sait accompagner. C'est l'enjeu majeur. Tout à fait. David, sur cette question de l'écologie de soi-même, se pose aujourd'hui la question, on en parle beaucoup dans les entreprises, du droit à la déconnexion numérique. On parle aussi de plus en plus du droit à l'attention. On l'a un peu abordé hier dans les différentes tables rondes, notamment en matière d'éducation. Comment on peut concilier les apports de toutes ces nouvelles technologies avec le besoin fondamental de préserver ce qu'on pourrait appeler notre autonomie mentale? C'est quoi les enjeux? Alors c'est peu dire qu'effectivement on est très dépendant de ces petites machines qui ont pour chacune plus de puissance qu'il y en avait dans la première fusée qui a emmené des hommes sur la Lune et qui rendent de multiples services et qui est devenue une sorte de mémoire externe de nos propres êtres avec une fenêtre ouverte sur le monde. La bibliothèque d'Alexandrie est désormais accessible puisque
toutes les connaissances, tous les savoirs sont à portée de main. Faut-il encore trouver un bibliothécaire pour y arriver? Et pourtant, le monde semble plus déboussolé que jamais, en manque de repères, parce que ces informations sont sans filtre et qu'il n'y a pas de référent, en quelque sorte, pour tracer un chemin. Et tout ça pour dire que la déconnexion sera sans doute un luxe, mais qu'elle n'est pas garantie, loin s'en faut. Au contraire, je pense qu'il faut apprendre, et notamment à ceux qui les découvrent, la manière de prendre en main ces objets, parce qu'ils sont exposés pour les plus jeunes à des contenus qu'ils ne devraient pas voir, et il est illusoire d'imaginer qu'on va couper cet accès, mais au contraire, plutôt les armer pour qu'ils puissent les appréhender au mieux, ne pas les regarder s'ils sentent qu'ils vont être mis en danger. Je pense aux plus jeunes face à des images de pornographie, par exemple. Il faut bien voir que dans un pays comme le nôtre, 8 enfants sur 10 de moins de 13 ans a un téléphone mobile. C'est le cadeau d'entrée en 6e des parents, ce qui est un bon moyen de les téléphoner, mais aussi un peu de les pister. Et donc on ne peut pas complètement leur reprocher d'utiliser toutes les merveilles que cet outil permet. Et donc vous avez 8 enfants sur 10 en 6e qui ont accès à un réseau social, à 2 réseaux sociaux en 5e, et vous pouvez en rajouter un par année suivante. Et c'est en cela que les parents ont aussi un exemple à donner, parce qu'il faut bien voir que l'accès sur le premier réseau social se fait sur la foi d'un mensonge familial, c'est-à-dire que les parents bien intentionnés veulent embarquer leurs enfants sur les réseaux sociaux et leur montrer comment ça se passe. Et donc nous voilà à ouvrir un compte Instagram ou TikTok, et le premier mensonge est de dire que oui, l'enfant a bien plus de 13 ans au moment de cocher la case, alors que c'est faux. Et donc, de fait, vous perdez absolument toute crédibilité vis-à-vis de vos propres progénitures. Pour peu que vous commenciez à à utiliser vos mobiles à table et des SMS, effectivement, et je pense que vous êtes tous confrontés à ce genre de sujet, il devient difficile d'avoir un chemin qui fait que vous allez pouvoir peut-être reprendre le dessus sur la machine. Et en matière d'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est une question qui se pose, parce que les valeurs de liberté font que si vous êtes dans une voiture, vous pouvez peut-être vous arrêter à un moment pour observer un paysage, pourquoi pas. Alors que demain, si vous êtes dans une voiture autonome qui fait qu'elle doit partir à un moment donné, arriver à un autre moment donné, et que cette voiture ne peut pas s'arrêter, vous perdez peut-être de cette occasion que vous n'utilisez peut-être que très peu, mais en revanche, c'est un droit en quelque sorte dont vous allez être privé. Et c'est en cela que sur les solutions technologiques, il faut travailler la place de l'humain, parce que sans recours humain, il n'y aura pas d'acceptation sociale de la technologie. Je vais prendre 2 exemples. Parcoursup, certains ont peut-être subi les affres il y a quelques jours pour vos enfants ou petits-enfants, mais il y a un sentiment partagé que finalement c'est la machine qui déciderait de l'avenir de ces enfants, ce qui n'est pas le cas. Mais comme on ne voit pas très bien où on peut aller en recours, finalement on plaque sur la machine un certain nombre de fantasmes. Compteur LinkedIn, c'est la même chose. On a l'impression qu'on va être surveillé et de plus avoir la maîtrise de sa consommation d'électricité, qu'on va nous regarder nuitamment. Les Canadiens ont eu le même problème. Vous regardez la presse, il y a régulièrement des articles fantasmés sur les propriétés d'une telle solution technologique. Les Canadiens ont eu les mêmes problèmes, sauf qu'ils ont rajouté un bouton sur leur compteur LinkedIn qui fait que les familles ont le sentiment de pouvoir l'interrompre à tout instant. Et donc effectivement, c'est ce qui fait la différence au final, et c'est en cela qu'il faut repenser l'humain dans cette chaîne technologique, et plus que d'apprendre la technologie aux humains, voir comment on apprend aussi l'humain à la technologie. C'est possible pour vous ? Vous pensez vraiment qu'on peut faire une place à l'humain et comment on l'a fait ? Bien sûr, parce que sinon ça n'a aucun intérêt si on n'embarque pas l'intégralité de la population sur de tels chemins que de le faire.
avec néanmoins une pression forte qui est celle d'un monde qui avance à grands pas. Et donc comment on évite un déclassement technologique, parce que si on ne se retrouve qu'avec des valeurs humaines qui sont très fortes sur notre continent, avec une aspiration au droit légitime, mais si on n'a que ça, effectivement, on se retrouve pointé du doigt par des puissances étrangères sur notre zèle à réguler. Et je ne vais pas refaire le discours de J.D. Vance à Munich il y a quelques semaines. D'où l'importance d'investir sur la technologie et d'être plus autonome, non pas sur l'intégralité des services, mais de construire des cathédrales numériques dont nos valeurs, notre langue sont en quelque sorte la clé de voûte, et sans cette clé de voûte, la cathédrale s'écroule. Et on a en Europe des valeurs fortes, des langues parmi les plus parlées au monde et des formations des ingénieurs de haut niveau. Et donc on a tous les outils demain pour être leader en matière d'intelligence artificielle en particulier. Et faisons de ces outils des instruments de soft power, de conquête du reste du monde, puisqu'on a la chance aussi d'être le grenier de la culture mondiale. Merci. Si on reste sur le sujet de l'intelligence artificielle, Laure, en matière de recherche scientifique, en tant que mathématicienne, est-ce que l'intelligence artificielle redéfinit les méthodes scientifiques aujourd'hui? Je pense notamment tous les enjeux autour des données. Alors, évidemment, les méthodes scientifiques évoluent énormément avec la technologie, avec le fait qu'on a de plus en plus de données et avec cet outil merveilleux quand même qui est l'intelligence artificielle, duquel il faut se méfier, mais qui donne aussi de très très bons résultats, pour venir analyser ces énormes volumes de données qu'on n'est pas capable d'analyser avec nos modèles traditionnels. Pour être un petit peu plus précis, je peux citer l'exemple d'un projet sur lequel je travaille, mais beaucoup d'autres chercheurs travaillent sur ces projets-là. Il s'agit d'analyse de tissus cancéreux qu'on a avec des biologistes et des anatomopathologistes sur certains cancers qui ont été traités avec des traitements standards de radiothérapie, chimiothérapie. Il arrive parfois qu'il y ait récidive. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, les médecins préconisent une immunothérapie qui consiste à booster votre système immunitaire pour qu'il vienne lui-même essayer d'attaquer les tumeurs. Et en fait, ces immunothérapies peuvent très bien fonctionner, mais ne fonctionnent que sur 20% des patients. Je parle de cancer tête et cou, chaque cancer est particulier. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut prédire, quand on a le cas d'un patient, est-ce qu'on peut prédire, est-ce qu'il va répondre ou non à cette immunothérapie? L'enjeu est important pour le malade, parce que ce n'est pas la peine de lui donner un traitement qui ne va pas fonctionner, et aussi financièrement, parce que ce sont des traitements qui coûtent assez cher. Donc pour ça, on acquiert un grand nombre de données. Alors la donnée médicale n'est pas toujours facile à obtenir, mais aujourd'hui, les hôpitaux et au niveau national, il y a des organismes pour justement, de manière un petit peu systématique, recueillir les données patients, les anonymiser pour que les chercheurs et les startups et les industries puissent aussi travailler sur ces données, de manière à ce qu'on puisse donner des exemples à la machine de tel patient, tel type d'image et tel tant de mois de survie après une immunothérapie, de manière à ce qu'on puisse prédire si le traitement va être efficace ou pas. Alors cela pose tous les problèmes de l'intelligence artificielle. Je disais que c'est un outil merveilleux, mais il faut aussi savoir le manier. Ce qu'on aime en médecine, c'est de savoir expliquer les modèles, c'est-à-dire que si en sortie, on nous prédit tant de mois de survie, mais on ne sait pas sur quoi la machine s'est basée pour prendre cette décision, ça ne convient pas. Donc il faut définir des modèles qui soient explicables, des modèles qui marchent avec peu de données, parce qu'en médecine, par exemple, sur ce projet-là, typiquement, on avait 200, 300 patients
Ça n'a absolument rien à voir avec les intelligences artificielles type ChatGPT ou de segmentation d'images génériques qui travaillent, qui ont des apprentissages sur des millions d'images, des dizaines de millions d'images. Donc ici, on voit qu'on est très réduit. Donc ce sont vraiment des questions un petit peu spécifiques. Et je voudrais aussi parler de l'inverse, c'est-à-dire que là j'ai donné un exemple où l'intelligence artificielle aide la biologie et les médecins. Inversement, l'intelligence artificielle se nourrit des modèles de biologie, c'est ce qu'on appelle les modèles bio-inspirés, et en particulier développer des réseaux qui soient sur des modèles de réseaux de neurones tels que les réseaux de neurones travaillent dans l'esprit avec des impulsions électriques, donc ce qu'on appelle des réseaux à spike, et aussi une collègue qui travaille sur la compréhension de l'apprentissage du cerveau, qui a commencé une collaboration avec une start-up suisse qui, elle, développe des bioprocesseurs, c'est-à-dire des processeurs qui ne sont pas du tout sur silicium, mais qui sont à base de neurones vivants de culture pour pouvoir avoir des systèmes qui seraient énergétiquement beaucoup plus moindre consommation que les bioprocesseurs que les processeurs standards qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent du silicium, des terres rares, etc. Bon, ce sont des travaux qui commencent, mais qui sont à la fois enthousiasmants et à la fois inquiétants, auxquels il faut faire attention. Oui, mais qui pose la question de la soutenabilité et en tout cas d'avoir des modèles plus frugaux. Jean-Yves, dans le domaine spatial, l'IA modifie l'exploration ou la compréhension de l'univers. Quels sont les sujets actuels ? L'IA est en train d'apporter une nouvelle révolution dans le spatial, d'abord au niveau de la conception des systèmes, des satellites, des sondes, parce que ça permet de faire beaucoup de progrès par rapport à ce qu'on savait. Par exemple, dans le spatial, une question fondamentale, c'est avoir des systèmes toujours plus légers. La masse est un ennemi. Et donc aujourd'hui, avec de l'IA, vous avez des structures qui auparavant étaient tout simplement un tube. Là, on met de la matière uniquement où il y en a besoin. Donc on arrive à des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et puis l'autre aspect, c'est pour tout ce qui est exploration, parce que ça donne aux satellites, aux sondes, une capacité de décider d'elles-mêmes pour faire face aux problèmes. Et pour le cas particulier de l'exploration d'une planète ou autre, on cite toujours l'exemple des astronautes qui sont allés sur la Lune. 12 astronautes ont marché sur la Lune. Il y en a 11 qui ont rapporté des échantillons dont la valeur scientifique est assez faible. Et le 12e astronaute était un géologue de formation, Harrison Schmitt, et les échantillons qu'il a rapportés sont tout à fait intéressants parce qu'il a su choisir exactement ce qu'il fallait. Et donc demain, lorsqu'on va envoyer des robots explorer Mars, par exemple, eh bien, il faudra qu'il y ait de l'IA à bord pour choisir justement des matériaux qui sont particulièrement intéressants et ne pas rapporter des échantillons de sable ou des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc l'IA est une vraie révolution pour le spatial. Merci. David, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui du déclassement technologique, du risque de déclassement technologique, ce qui pose la question de la fracture numérique, évidemment, et de l'inclusivité technologique. Comment est-ce qu'on peut garantir que les technologies du futur ne laissent... Alors, plutôt que est-ce qu'on peut garantir, c'est comment on peut faire en sorte que les technologies du futur ne laissent personne au bord du chemin ? Regardons les technologies du passé et on voit bien qu'il y a une forte capacité des humains à les prendre en main. Vous êtes venu en voiture ce matin ? Je pense qu'il n'y a pas plus compliqué que de conduire une voiture. Vous devriez allègrement vous en sortir avec des solutions d'intelligence artificielle générative, me semble-t-il. Alors faut-il encore les prendre en main, y passer du temps, s'y former tout au long de sa vie et pas forcément par des formations qualifiantes et dans des écoles. Néanmoins, la formation initiale sera importante et la formation continue également. Et c'est en cela qu'on a la mère des batailles à porter en matière éducative dans notre pays, parce que si nos enfants ne sont pas suffisamment bien formés en mathématiques aujourd'hui ou en français,
ils auront des difficultés demain dans la prise en main des outils eux-mêmes, parce que ce sont des outils mathématiques et des modèles de langage. Et c'est en cela qu'on a la chance d'avoir une belle langue, d'avoir une mémoire forte, et c'est là où il y a un débat actuellement sur les intelligences artificielles génératives en particulier, où on a des auteurs qui ont le sentiment d'être pillés parce qu'en réalité, beaucoup de leurs œuvres ont déjà été aspirées et nourrissent ces solutions d'intelligence artificielle. C'est la même chose pour les médias, et vous avez toute la mémoire du monde qui permet d'entraîner ces solutions d'intelligence artificielle. Demain, vous coupez ce flux, vous allez vous retrouver avec une mémoire qui ne sera que parcellaire sur ce que représente notre pays et nos valeurs. Est-ce qu'on a envie de limiter la mémoire représentative de la France à 25 ans de Skyblog, par exemple? Sûrement est-ce très intéressant et peut-être de bon niveau, mais ce n'est pas complètement représentatif. Et c'est en cela qu'effectivement, il faut trouver des moyens pour construire un récit et être présent. Parce que si nos valeurs, notre récit n'est pas présent, celle de nos adversaires ou ennemis le sera. Et donc on aura un récit, y compris de notre propre pays, qui ne sera pas conforme à ce que l'on représente. Et ça, c'est un défi majeur, me semble-t-il, pour être présent demain. Et donc c'est en cela que nous, on travaille sur le marquage du réel en particulier, qui va permettre demain à des médias, des auteurs, de valoriser leur rapport, leur contenu, et d'autoriser ou pas qu'ils puissent être repris, par exemple. Avant qu'on passe le micro à la salle, une dernière question pour celui d'entre vous qui veut la saisir. Compte tenu de la vitesse actuelle d'innovation, est-ce qu'on a toutes les capacités d'adaptation individuelle et collective? Je ne parle pas dans l'absolu, mais dans le rythme qui est le nôtre à l'heure actuelle. Alors, je vais paraphraser Bill Gates qui dit souvent qu'on a tendance à surestimer les innovations technologiques à court terme et à les sous-estimer dans la durée. Et donc, c'est effectivement un terrain qu'il faut occuper pour se former et les prendre en main. Ça me paraît la base même, effectivement, d'une société que de former tous ceux qui seront confrontés. Merci. On va ouvrir les questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Oui. Merci de vos présentations. Jean-Yves, j'ai une question au sujet de la pollution de l'espace par les satellites. Elon Musk clame qu'il est celui qui sait le mieux faire parce que comme il en a plein, des milliers, des dizaines de milliers, il utilise l'intelligence artificielle pour mieux savoir comment les désorbiter et les faire brûler. Alors, c'est vrai? C'est pas vrai? On est en retard? Non, c'est vrai que le système Starlink développé par Musk, qui actuellement doit y avoir 7 ou 8 000 satellites en orbite, est particulièrement bien suivi. Et lorsqu'un satellite est en fin de durée de vie, il le précipite au-dessus de l'océan Pacifique, un endroit qui s'appelle le point Nemo, qui est l'endroit le plus éloigné de toutes les terres. Et je pense qu'ils le font assez bien. Bon, cela dit, sur la question des débris spatiaux, moi je suis quand même assez mesuré, parce qu'on en parle beaucoup, il y a quand même assez peu d'exemples de vrais accidents qui soient arrivés, et depuis quelques années, il y a de vraies mesures qui sont prises pour éviter d'en générer. Il y a 20-30 ans, on générait beaucoup de débris avec les satellites qui étaient en orbite, ne serait-ce que lorsqu'on séparait un satellite d'une fusée, il y avait des boulons explosifs qui faisaient un nuage de petits débris dont on ne pouvait pas se débarrasser. Aujourd'hui, on fait très attention, donc je pense que le sujet des débris est actuellement bien traité. Alors il y a eu quelques cas de démonstration, notamment de destruction de satellites en orbite qui ont généré des débris, mais je pense qu'on va quand même vers un monde où les gens font attention, parce que les débris, ça concerne tout le monde et donc personne n'est à l'abri. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie politique de prise en compte du risque des débris qui est mise en place. Une dernière question. Je crois que tous les estomacs crient famine. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous.